Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Lucien et je suis doctorant en deuxième année à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives de Strasbourg. Et je travaille sur le thème de la douleur et de l'autisme. Donc, je vais d'abord vous présenter un peu mon parcours, comme l'a fait Marguerite. Donc, j'ai commencé par des études médicales à la faculté de Dijon, où j'ai fait une PACES, une première année, une deuxième année. Et pendant ce temps, je me suis intéressé à la recherche. Je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'ai rejoint l'école de l'INSERM Yann Bettencourt qui permet à des étudiants en médecine ou pharmacie de suivre en parallèle un cursus de biologie. Donc, dans ce cadre-là, j'ai suivi des cours de Master 1 en parallèle de mes cours de médecine pour pouvoir essayer d'avoir une équivalence. Pour avoir cette équivalence, j'ai dû faire, durant mes vacances d'été, plusieurs stages en laboratoire, donc un sur le cancer du côlon, qui m'a pas trop plu et un deuxième en neurosciences sur le traitement cérébral de la douleur, qui m'a beaucoup plu et qui m'a conforté dans l'idée que je voulais continuer en neurosciences, parce que ce stage, c'était très clinique sur des études humaines, et moi, je me suis dit, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi voir comment les cellules, les neurones, ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le Master 2 de neurosciences cellulaires et intégratives à la faculté de Strasbourg. Dans le cadre de ce master, j'ai réalisé un stage plus cellulaire, toujours sur la douleur, à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Et ça m'a encore beaucoup plu. C'est pour ça qu'à la suite de ça, j'ai décidé de continuer en thèse. J'ai trouvé une thèse à la faculté de Strasbourg sur le thème de la douleur et de l'autisme, donc qui est le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ma thèse, je la réalise à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, qui est un gros institut avec plein d'équipes situées sur le campus d'Esplanade, qui a trois principaux grands axes: la neurobiologie et le rythme, la nociception et la douleur, et la communication et les réseaux de neurones. Moi, mon équipe se situe dans l'axe nociception et douleur, et plus principalement, qui s'intéresse à la signalisation nociceptive dans la moelle épinière. Pas de souci, je vous expliquerai tout ça, ce que ça veut dire. En gros, elle s'intéresse à une structure située dans la moelle épinière, et la principale technique utilisée, c'est de l'électrophysiologie, donc qui permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones et donc de voir comment ils communiquent entre eux. Donc, mon projet de thèse s'intéresse à la douleur et l'autisme. Vous vous demandez sûrement, mais quel est le rapport? Donc, on va ensemble essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, d'abord, tout le monde a déjà entendu parler d'autisme, mais qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, c'est une pathologie neurodéveloppementale, donc c'est-à-dire qu'il y a des altérations du développement du système nerveux qui est très fréquent, donc qui touche à un enfant sur 360 et qui touche principalement des garçons. Et on peut voir que ça, c'est une information importante à garder pour la suite du projet. Les symptômes se répartissent en deux grandes catégories. Donc, on a une catégorie qui concerne des déficits dans la communication et l'interaction sociale. Donc, on voit souvent des enfants renfermés sur eux-mêmes, qui ne parlent pas ou peu. Et le deuxième grand axe, c'est des comportements, activités, intérêts restreints ou répétitifs, c'est-à-dire des intérêts qui peuvent être très particuliers, comme par exemple, j'adore l'Égypte antique et toutes mes activités se tournent autour de ça. Cependant, c'est une pathologie qui est très hétérogène, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui sont juste un peu timides, renfermés sur eux-mêmes et qui suivent un cursus scolaire normal, qui font des études, etc., à des enfants qui sont non-verbaux, c'est-à-dire qui parlent peu, pas, qui ont des déficiences intellectuelles majeures et qui doivent être, qui le plus souvent sont dans des institutions spécialisées. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'autisme, mais de spectre autistique et plus principalement de troubles du spectre autistique, TSA. Donc, il y a un phénomène qui est très couramment décrit dans les troubles du spectre autistique, c'est des modifications sensorielles, qui sont décrites comme des hyper- ou des hyporéactivités à des entrées sensorielles ou un intérêt inhabituel pour certains aspects sensoriels de l'environnement. Alors, si je vous traduis ça, par exemple, si on prend l'audition, on peut avoir des enfants qui sont très sensibles au bruit environnant, qui va être très agréable et qui portent souvent des casques à réduction de bruit. Ou si on prend le tact, par exemple, le frottement d'un vêtement contre la peau va être perçu comme très désagréable. Et si on prend par exemple la gustation, on peut avoir des atypies alimentaires un peu spéciales. Voilà. Donc en gros, ça touche tous les sens. Mais quand on pense aux sens, on pense souvent aux 5 sens, on en oublie généralement beaucoup. Et un notamment qui est la douleur et sa composante qui est liée, la nociception. Et donc c'est ce qui m'intéresse moi. Mais quel est le lien entre les troubles du spectre autistique et la douleur? En fait, ce qui est souvent décrit,
c'est que les personnes souffrant de troubles du spectre autistique sont indifférentes à la douleur. Ça vient d'observations qui ont été faites, comme des enfants qui posent la main sur une plaque de cuisson, mais qui ne la retirent pas, ou des enfants qui s'automutilent, qui se cognent la tête volontairement contre un mur. Donc les personnes observant ça se sont dit, mais ces personnes sont moins sensibles que la population générale à la douleur. Je vais vous présenter quelques études qui démontrent qu'en fait ce phénomène n'est pas forcément si simple, et c'est pourquoi mon projet me paraît intéressant. Donc par exemple, quand on prend une étude qui a été faite en France récemment, lors d'une prise de sang, donc il y a un acte assez douloureux, mais pas insupportable, et que le personnel médical regarde les réactions à cette prise de sang, on peut regarder que ici, donc en blanc, c'est les personnes avec un trouble de spectre autistique. On a 40% d'entre eux qui ne répondent pas apparemment à la prise de sang, alors qu'on est en dessous de 10% pour la population générale. Donc en voyant ça, on peut se dire ils sont moins sensibles à l'acte qui est la prise de sang. Sauf que là, je dois faire une parenthèse et je dois vous parler de comment on évalue la douleur chez les personnes. En fait, principalement, on peut demander est-ce que ça fait mal, est-ce que tu as mal, oui, non, ou alors sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça fait mal. Ça, c'est facile, mais ça nécessite qu'il y ait une communication qui soit efficace. Or, ces personnes ont des altérations dans la communication. Donc, des fois, il advient d'utiliser des méthodes alternatives. Notamment, on peut mesurer la fréquence cardiaque qui, lors d'une stimulation douloureuse, augmente. C'est ce qu'ils ont aussi fait dans cette étude. Et on peut voir ici, toujours en blanc, que l'augmentation de fréquence cardiaque est plus importante chez les personnes souffrant de troubles du spectre autistique. Donc, d'une part, on pense, en observant les réactions, qu'ils sont moins sensibles, et quand on prend un autre paramètre, ils seraient plutôt plus sensibles. Donc, en gros, on ne sait pas vraiment. Je vous prends un autre exemple, je ne vais pas aller dans les détails, mais si on fait une stimulation nociceptive chaude, donc 46 degrés, et on demande sur une échelle de 1 à 10 à quel point ça fait mal. On compare les personnes autistes aux personnes contrôle, on ne voit aucune différence. On se dit qu'il n'y a pas de différence sur la sensibilité à la douleur. Sauf que sinon, je ne vais pas dans les détails, mais on enregistre la réponse cérébrale, on aura une réponse cérébrale qui est différente, alors qu'on aurait jugé de prime abord qu'il n'y avait pas de différence dans la sensibilité. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de modification systématique de la sensibilité à la douleur. Donc, les personnes atteintes de TSA ne sont pas insensibles à la douleur. Ça, c'est faux. Mais il y a des indices qui laissent supposer qu'il y a une différence dans la réponse à une situation douloureuse. Mais alors, est-ce que c'est une différence dans la sensibilité en elle-même ou un mode d'expression qui est différent? Et c'est quelque chose à laquelle j'espère pouvoir répondre un peu avec mon projet. Mais pour comprendre s'il y a une différence dans la douleur et le système nociceptif, il faut savoir comment ça marche la douleur et le système nociceptif qui lui est lié. Qu'est-ce que c'est le système nociceptif? Le système nociceptif, c'est le système sensoriel qui se charge de la nociception. La nociception, en fait, c'est l'ensemble des processus qui permettent l'encodage des stimuli potentiellement dommageables pour l'organisme. Une source de chaleur trop chaude, ou alors quelque chose de trop froid, un stimulus chimique qui n'est pas bon pour l'organisme. En gros, c'est un système d'alarme qui va détecter les potentiels dangers pour l'organisme. Comment ce système fonctionne? On a en périphérie des terminaisons nerveuses qui vont détecter différents types de stimulation, que ce soit de l'acide, une stimulation trop chaude, trop froide, qui vont être activées, qui vont transmettre l'information à une structure dans la moelle épinière. Dans la moelle épinière, on a d'autres neurones qui vont envoyer l'information au cerveau. Au cerveau, il y a un traitement cérébral qui est assez complexe et qui peut potentiellement donner lieu à une sensation de douleur. Donc, on peut voir qu'il y a d'abord de la nociception et après potentiellement de la douleur, mais l'un ne veut pas dire qu'il y aura l'autre. Moi, je m'intéresse dans mon équipe à une structure qui est de la moelle épinière, comme je vous ai dit, donc une structure qui a plein de différents types de neurones. En fonction de ces différents types de neurones, on définit différentes structures. Et moi, la structure qui m'intéresse, c'est ici, la partie dorsale, qui est la corne dorsale, qui est en fait le premier réseau de neurones à recevoir les indices, en gros, de danger. Donc, ce réseau de neurones, il peut schématiser de la même manière. En gros, je vous passe les détails, c'est un réseau qui est assez complexe avec beaucoup de neurones, mais dont le rôle va être de filtrer l'information. C'est un peu comme le videur de boîte de nuit du système nerveux qui va prendre les stimulations qui se présentent à lui, qui va dire, toi, c'est bon, tu passes, toi, recalé, toi, tu aurais dû venir accompagner, ça vaut pas le coup. En gros, il va vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer au cerveau et potentiellement avoir de la douleur ou ça vaut pas le coup?
sachant toutes ces informations, comment on répond à cette question sur la douleur et l'autisme. Et donc, je vais vous présenter mon projet. Comme beaucoup de labos en neurosciences, je travaille chez la souris, et donc vous vous demandez sûrement, mais est-ce que ça existe une souris autiste? En fait, pas vraiment. On ne peut pas vraiment parler d'autisme chez la souris, mais on essaie de reproduire en utilisant ce qu'on appelle un modèle. Comment ça marche, ce modèle? En fait, je tire parti d'une molécule qui s'appelle le valproate, qui est un médicament qui est très couramment prescrit, notamment pour de l'épilepsie, mais aussi des troubles psychiatriques comme le trouble bipolaire. Cette molécule, lorsqu'elle est prise lors de la grossesse, elle entraîne des anomalies du développement fœtal. Donc, ça entraîne chez les enfants qui sont nés des malformations, ici, comme vous pouvez voir, diverses, qui touchent un peu partout, donc les membres, le système nerveux, qui entraînent des retards de développement, des déficiences intellectuelles, mais pour ce qui me concerne, qui augmente le risque d'avoir un enfant atteint de troubles du spectre autistique par 4. Donc, ce que je fais, c'est que j'expose des souris gestantes à cette molécule et je prends les souriceaux qui naissent parce qu'ils sont décrits comme ayant des troubles du développement et notamment des symptômes qui pourraient se rapprocher des troubles du spectre autistique. Maintenant que j'ai un modèle, comment on répond à cette question sur les modalités, les différences, la sensibilité à la douleur? Donc, j'utilise deux approches expérimentales. Une première approche qui est une approche comportementale, c'est-à-dire qu'on observe les comportements des animaux. Dans un premier temps, on valide le modèle d'autisme. Est-ce que les animaux ont des comportements qui pourraient rappeler la pathologie humaine, c'est-à-dire diminution de sociabilité, des comportements répétitifs, etc. Deuxième point, est-ce que ces animaux ont des modifications de la sensibilité nociceptive ou de la sensibilité à la douleur? Une fois qu'on a ça, qu'on a l'animal entier, on essaie de savoir s'il y a des modifications, d'où elles viennent. Donc, on s'intéresse aux neurones et aux cellules en elles-mêmes, et moi, au réseau qui m'intéresse, donc le réseau feeder boîte de nuit. Et donc, on se dit, est-ce que le système nociceptif, il est morphologiquement différent? Est-ce qu'il est construit différemment? Si oui, très bien. Sinon, il peut être la même, mais peut-être qu'il fonctionne différemment. Donc, on regarde si ce réseau fonctionne différemment. Donc, je vais vous décrire un peu comment ça se passe, les expériences. Donc, par exemple, si je prends ma première approche qui est comportementale, valider le modèle, est-ce que ces animaux qui sont générés peuvent se rapprocher de la pathologie humaine? On peut évaluer chez la souris la sociabilité. On met une souris dans une enceinte avec 3 différents compartiments. Un compartiment avec une autre souris, donc un compartiment dit social. Un compartiment avec un objet inerte, donc un compartiment non social. Et on regarde le temps que la souris tête va passer d'un côté ou de l'autre, et on peut évaluer comme ça la sociabilité de l'animal. Une fois qu'on a ce modèle qui est validé et qu'on a des modifications, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a des modifications de la sensibilité nociceptive ou à la douleur? Là, on va soumettre l'animal à différentes stimulations de différents types, que ce soit mécanique, thermique au froid, thermique au chaud, etc. Et on regarde là comment réagit l'animal, s'il y a des différences entre le groupe modèle de troubles du spectre autistique et le groupe contrôle. S'il y a des différences, on va s'intéresser au système nociceptif en lui-même. Et est-ce que ce système nociceptif est construit différemment? Donc pour ça, on peut prendre ce réseau que je vous ai décrit principalement, faire différents marquages et regarder par exemple s'il y a entre l'animal modèle de TSA et les autres, autant de neurones inhibiteurs, autant de neurones excitateurs, est-ce qu'il y a autant de connexions entre les uns et les autres, différents sous-groupes, etc. S'il n'y a rien, par exemple, sur l'aspect morphologique, on peut regarder aussi est-ce que ces neurones sont les mêmes, mais est-ce qu'ils fonctionnent différemment? Et pour ça, j'utilise une technique qui, dans mon équipe, est l'électrophysiologie, qui permet d'enregistrer l'activité électrique des neurones, donc savoir comment ils communiquent entre eux, ce qui permet de savoir, sur ce réseau, comment ils pourraient agir s'ils faisaient face à une stimulation nociceptive ou une situation de douleur. Donc, grâce à toutes ces approches, j'espère pouvoir répondre et voir que si les animaux ont des altérations de la sensibilité, s'il y a des modifications dans le système nociceptif, peut-être qu'il y aurait de la même chose chez l'humain et on pourra peut-être avancer sur la pathologie en elle-même. Je suis prêt à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Ok, du coup, merci Lucien. Et pareil, comme avant, j'attends un petit peu de 2-3 minutes pour voir s'il y a des questions qui viennent dans le chat. Autrement, si dans la salle, potentiellement, vous avez des questions. Ouais. Du coup, Quentin, on peut commencer ou pas? Si ton modèle de valproate ne marche pas, tu fais comment? Et du coup, la question c'était, si ton modèle de valproate ne fonctionne pas, tu fais comment? Alors, un modèle, on ne peut pas vraiment dire que ça ne fonctionne pas parce qu'un modèle, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait en lui-même. Sinon, ça se saurait s'il y avait des souris autistes.
En fait, s'il ne fonctionne pas, on prend ce qui fonctionne, on prend ce qui ne fonctionne pas. Les données, c'est les données. Il se trouve que, par exemple, mon modèle n'a pas de diminution de la sociabilité. On a des animaux qui sont socialement normaux. Mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon modèle, parce que, par exemple, dans les troubles du spectre autistique, comme je le dis, c'est un spectre, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont socialement un peu timides, mais qui vont interagir très bien avec des pairs, des groupes, et d'autres pas du tout. Donc, au final, c'est à mettre en relation avec la pathologie en elle-même et la grosse variabilité qui... Moi, c'est plutôt par rapport au résultat que tu n'as pas encore présenté. Tu vois une différence au niveau des types de neurones qui sont impliqués dans la moelle épinière entre des groupes d'animaux? Alors, moi, je ne suis pas encore dans ma thèse à ce point-là, mais je sais qu'il y a d'autres équipes qui montrent qu'il y a potentiellement des différences entre les terminaisons, pas vraiment dans le nombre de neurones, mais plutôt dans le nombre de terminaisons sur ces neurones. Ouais, pour ça. Moi, j'ai une question en fait, par rapport à ton parcours. Comment en fait, tu vis ta thèse, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas trop dedans, et aussi, tu as fait un super stage de Pittsburgh pendant ton master. J'imagine que c'est une expérience super. Comment ça se fait que tu es revenu faire une thèse à Strasbourg, ou si tu n'as pas essayé de chercher une opportunité aux États-Unis pour rester en thèse, par exemple, là-bas? Donc, alors la première partie de la question, c'est le pour et le contre de l'expérience. pour le cours de la thèse, pour et le contre. Bah, le pour, c'est beaucoup de liberté. Je travaille un peu sur ce que je veux, ce qui m'intéresse. Moi, j'ai un encadrant qui est très ouvert d'esprit, qui me laisse faire un peu les expériences que je veux. Donc, moi, j'aime beaucoup pouvoir faire les choses en autonomie. Et j'aime pas vraiment avoir quelqu'un sur mon dos. Donc, pour ça, c'est parfait. Les points négatifs, bah, c'est que parfois, il faut y passer beaucoup de temps, des week-ends. Et donc, au final, vu que c'est la motivation pour soi-même, bah, on est des fois prêt à donner du temps que peut-être on n'aurait pas donné pour un autre job. Pour les États-Unis, oui, j'ai fait un stage, c'est une expérience formidable. On m'a proposé de rester en thèse là-bas. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le grade de master n'est pas un grade reconnu. C'est-à-dire qu'après votre master, si vous voulez faire une thèse, vous devez recommencer après le bachelor, faire 5 ans et espérer avoir une thèse à la fin, parce qu'en fait, aux États-Unis, on fait 5 ans, on passe une espèce de présentation, une défense. Si la défense marche, on a une thèse. Si ça ne marche pas, on a un master. Donc, au final, je ne me voyais pas du tout gaspiller des années comme ça, et j'ai préféré revenir en France. Ok, Victor, tu as une question aussi? Non, Ah, d'accord, ok, vas-y. Du coup, aussi sur ton parcours, tu as dit que tu avais commencé avec des études de médecine. Tu les continues ou elles sont en pause et tu consacres uniquement à la recherche? Si jamais aussi la question, parce que du coup c'est loin, la question c'était est-ce que tu continues tes études de médecine ou est-ce que c'est un petit peu à part ou comment ça se passe en fait maintenant, actuellement? Bah alors, elles sont en pause pour l'instant, mais après la suite de ma thèse, normalement, je devrais reprendre en 4e année et j'aimerais pouvoir reprendre parce que, bah, comme l'a dit Marguerite avant, c'est vrai que continuer en recherche, c'est pas facile. Et donc, moi, j'espère tirer de profit de cette double formation pour pouvoir faire un peu de clinique d'un côté, mais aussi un peu de recherche et peut-être du translationnel, donc travailler chez l'humain, etc. C'était bon, hein? Voilà. Non, c'était plus par rapport à ton modèle, du coup, si jamais tu as expliqué dans ton introduction qu'il y a quand même une sorte de spectre dans l'autisme. Hein. Tous les autismes ne sont pas les mêmes, mais plus ou moins. Est-ce que tu le retrouves dans ton modèle animal, des animaux qui sont plus ou moins dans un spectre autisme? Alors, La question du coup c'était, donc toi tu utilises un modèle particulier d'induction de troubles autistiques chez la souris. Est-ce que justement tu retrouves les différents spectres de troubles de l'autisme qu'on peut retrouver en tout cas chez l'homme avec ton modèle? Alors oui, en effet, surtout avec le modèle que j'utilise, qui est un modèle par induction, donc par exposition à des agents environnementaux, contrairement à des modèles génétiques où la variabilité est très faible. Là, on a une très grosse variabilité. C'est aussi pourquoi, par exemple, je ne retrouve pas de différence dans la sociabilité systématique. C'est-à-dire que j'ai des animaux qui sont peu sociaux, mais j'ai aussi des animaux qui sont très sociaux. Donc en fait, c'est vrai que du fait qu'aussi j'ai une souris qui a un fond génétique variable, pas consanguin, du coup, j'ai beaucoup de variabilité dans mes tests. Ça peut être bien parce que ça se rapproche du spectre qui est vu en clinique, mais d'un point de vue scientifique, ça peut aussi être un point important parce qu'on a beaucoup plus de variabilité dans les expériences et donc il peut être difficile de faire ressortir des résultats parfois.
Ok, moi j'ai toujours pas de questions, donc si vous êtes d'accord. Et autrement, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut switcher.